Je me présente, donc Olivier Mine, je suis coach agile et j'ai créé un blog sur lequel vous pouvez retrouver des articles qui décrivent un petit peu des ateliers, des concepts, des choses comme ça. Donc, je vous laisserai aller jeter un œil. Donc, je parle principalement de responsabilité ces derniers temps. Donc, je vous invite à aller regarder. Allons-y directement. J'ai Christophe qui m'a ouvert la voie tout à l'heure. Agilité. On est réunis autour de ce terme-là, mais grosso modo, personne n'a vraiment une définition, ou en tout cas, tout le monde a une définition. Enfin, moi, j'en ai une aussi. Mais avant ça, quand on parle d'agilité, qu'est-ce qu'on retrouve? Donc, bien évidemment, il y a le manifeste agile qui ressemble à ça quand vous tapez manifeste agile en ligne. Et en fait, vous avez un petit lien en dessous où vous avez les 12 principes. Et donc, j'ai cliqué dessus et donc j'en ai regardé un. Et le principe 11, il n'y a pas en numéro, mais on va dire que j'en ai pris un. C'est celui-ci qui dit que les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées. Il dit OK, donc dans l'agilité, il y a une notion d'auto-organisation. Très bien. De l'autre côté, je vais partir sur quelque chose qui est particulièrement utile aujourd'hui, donc le guide Scrum 2020, qui ressemble à ça. Avant, il y avait la photo de Jeff Sutherland et Kel Schwaber, je ne sais pas pourquoi ils l'ont enlevé, mais en tout cas, j'ai pris la version française et dans un des paragraphes, il y a écrit les Scrum Teams, donc ces équipes Scrum sont également autogérées, elles décident en interne qui fait quoi et quand et comment. Donc, si on prend juste ces deux éléments-là, ça peut nous donner potentiellement en fait une vision de l'agilité. Et au final, si on regarde les 12 principes, peut-être qu'il y aurait 12 visions de l'agilité avec une définition derrière. Mais moi, j'en ai pris une. Donc, avec ces deux éléments-là, ma proposition en fait aujourd'hui pour voir l'agilité, c'est en fait une capacité à prendre des décisions de manière autonome pour répondre au mieux aux contraintes de son environnement. D'accord? C'est une proposition de par ce qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, responsabilité, ça veut dire quoi? Vous avez une définition d'ailleurs? Parce qu'on en parle tous par contre. D'accord? Mais qu'est-ce qu'on entend derrière? C'est une question que je me suis posée. Donc, je suis allé dans le dictionnaire, mais je vais vous enlever ces petites définitions-là. Je suis allé en fait lire ce bouquin qui s'appelle The Responsibility Process, qui vient donc qui a été écrit par Christopher Avery, qui on va dire, incarne un petit peu ce mouvement autour de la responsabilité. Donc, c'est quelqu'un qui fait ça depuis 30 ans. Pour dire que en termes de spécialisation, il est très bon. Hein. D'accord? Ce n'est que ce sujet-là. Et dans ce livre, qu'est-ce que j'ai pu apprendre en fait que et parfois c'est un peu bête, hein, on ne se pose pas la question, mais responsabilité, en fait, il y a juste à prendre le terme pour se donner en fait une idée de la définition. Et responsabilité ou responsibility, en fait, c'est la division de deux termes que sont la réponse et la capacité. Donc c'est une capacité à répondre. Avec ça, on ne va pas très loin. D'accord? Mais capacité à répondre, ce n'est pas une notion d'argumenter, hein, d'accord? C'est une capacité à répondre à quelque chose, un événement, une situation. Une autre manière de le voir, c'est que c'est un sentiment d'appropriation d'un événement, d'une situation, et surtout une volonté d'y répondre de manière efficace. Donc cette réponse, elle vient en termes de comment est-ce que je prends une décision pour répondre de manière efficace en fait à ce qui m'arrive. C'est intéressant parce que quand on parlait d'agilité tout à l'heure, vous voyez bien qu'il y a quand même un lien. Il y a bien une notion de prise de décision consciente derrière. Donc, comme on dit, hein, same, same, but different. Comment est-ce qu'on va pouvoir associer un petit peu les deux, alors qu'on parle un petit peu de la même chose, mais pas exactement de la même couleur. Dans ce livre de Christopher Avery, en fait, on allait un petit peu plus loin. Et j'ai été agréablement surpris par la conférence de Jérôme tout à l'heure, qui disait, voilà, quand on parle de confiance, en anglais, il y a deux termes qui séparent deux choses. En responsabilité, c'est pareil. Et vous allez voir qu'en fait, ça change énormément la donne. Parce que selon ce dont on parle, on ne va pas agir de la même façon. Et donc, en fait, quand on prend les deux termes anglais, on a deux termes que sont l'accountability et on a la responsibility. Donc, tout à l'heure, moi, ce dont je vous parlais, c'était la responsibility, cette capacité à répondre, donc cette capacité à prendre des décisions et finalement de s'adapter dans un environnement mouvant. La question qui se pose, c'est l'accountability, c'est quoi alors?
Le accountability, on fait exactement le même exercice, hein, un petit peu bête et méchant, mais au moins ça structure la stratégie. En fait, il y a account et ability, donc dit autrement, c'est une capacité à rendre des comptes. Derrière ça, on peut dire que finalement, c'est l'acte de gérer les performances et les attentes. Mais si on va un tout petit peu plus loin, qu'est-ce que c'est derrière? C'est que finalement, c'est une notion qui me permet de me sentir bien et acceptable aux yeux d'une autre entité. Ça peut être une personne, ça peut être une société, ça peut être la société, ça peut être mon entreprise, etc. Et donc, ça peut générer énormément de choses. C'est clair ou pas, le accountability? Donc, c'est une notion de, en fait, rendre des comptes. On n'a pas mis de terme français pour le coup, mais le terme qui pour moi se rapproche le plus du sens de l'accountability, c'est la redevabilité, qui est utilisée en holacratie pour le coup, mais c'est justement cette capacité à devoir quelque chose. C'est ça en fait qui pour moi est intéressant, vous allez voir que c'est ça qui fait la différence. Donc là, on voit qu'il y a deux termes maintenant qui en français disent la même chose, hein, responsabilité. Maintenant, comment est-ce que je peux faire un peu la différence? D'un côté, j'ai la responsibility. On va voir, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt, en fait, qui se passe dans la tête, mais c'est ma capacité à répondre. Si je vous dis que c'est un sentiment d'appropriation et une volonté de répondre, vous voyez bien que c'est moi qui m'approprie la chose et c'est moi qui décide de faire quelque chose. D'accord? Donc, c'est bien quelque chose, en fait, qui m'appartient. Si je prends mes responsabilités et que je prends des décisions, en fait, pour répondre à une situation efficace, finalement, je prends en main mon destin. Donc, j'ai un sentiment de liberté. Je ne subis pas la situation. Je développe ma capacité de choix. Je développe en fait mon esprit d'initiative potentiellement et surtout c'est lié en fait au sentiment d'engagement, de motivation qu'on peut avoir et d'autonomie. D'accord? Donc cette notion de responsibility, cette capacité à prendre des décisions et à agir en conséquence, on est bien de ce côté-là. Mais en fait, la responsibility, si je devais la réduire à une seule question, la question principale serait, mais en fait, qu'est-ce que je veux? D'accord? Question finalement qu'on se pose peut-être pas très souvent. Mais qu'est-ce que je veux dans cette situation? Qu'est-ce que je veux dans cette relation? Qu'est-ce que je veux, en fait, dans mon travail? De l'autre côté, on a l'accountability. L'accountability, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité à rendre des comptes, mais rendre des comptes à qui? Pourquoi? C'est donc, en fait, une notion de périmètre sur lequel je suis attendu. Et potentiellement, si je ne réponds pas à ce périmètre, c'est sur moi qu'on va taper. D'accord? Dit autrement, en fait, tout ce qui tourne autour de l'accountability, en fait, est une manière de gérer mon sentiment de sécurité. C'est une manière de gérer aussi mes relations. Qu'est-ce qui est attendu de moi? Qu'est-ce que j'attends, en fait, des autres? Pour que mutuellement, en fait, on soit bien et acceptable les uns vis-à-vis des autres. Une troisième notion qui vient derrière, c'est donc, qu'est-ce que je dois faire pour être bien vu et être accepté? D'accord? Parce que si je ne le fais pas, j'ai une menace crédible qui est, que, je vais me faire engueuler, quoi. D'accord? Et enfin, derrière ça, il y a une notion d'obligation derrière. D'accord? Derrière, qu'est-ce que je dois? J'ai bien un sentiment d'obligation. Donc la question, en face de l'accountability, est plutôt qu'est-ce que je dois? Donc on voit bien qu'il y a quand même deux notions qui sont assez différentes pour une thématique en fait qui est assez similaire. D'accord? Et vous allez voir en fait que justement on va essayer de travailler sur les deux et qu'elles sont finalement pas si égalitaires que ça, mais par contre ce sont des questions qui sont intéressantes à se poser. Pour cela, moi je vous propose un outil pour chaque, juste pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le concret dans ces sujets-là. Pour l'accountability, on cherche finalement à développer un sentiment de sécurité, parce que c'est cette sécurité-là qui nous permet en fait de nous mettre en mouvement potentiellement. Moi, un outil que j'aime bien, c'est la matrice Give and Take. Question dans l'assistance, qui connaît la matrice Give and Take? OK. OK, très bien. Enfin, très bien dans le sens où ça veut dire que je vais pouvoir en parler. Et le deuxième sujet, c'est donc la responsibility, qui pour moi, cette volonté de développer un sentiment de liberté, de choix, d'expansivité, de capacité à prendre des décisions. Et on va parler du processus de responsabilité qui vient après. OK? Donc, on va commencer par la matrice Give and Take. Donc, qui vient de game storming, pour le coup, en termes de référence, et que je vais vous décrire par la suite, juste pour que vous compreniez un peu l'idée qu'il y a derrière et comment est-ce qu'on peut travailler sur le accountability. L'étape 0, c'est une matrice, donc on l'initialise. On fait des cases. On définit un sens de lecture.
Donc, on give et on take, d'accord? Donc, qui donne à qui? Donc, grosso modo, si vous êtes cette flèche comme ça, c'est les éléments qui sont en vertical donnent à ceux qui sont en horizontal. On met des acteurs, des parties prenantes, d'accord? J'ai pris 3 parties prenantes que normalement vous devriez connaître, mais vous pourriez mettre en fait c'est plutôt des compétences pour le coup, ça peut être des départements. Si vous voulez, vous pouvez même faire des personnes, mais l'idée en fait, c'est vraiment de définir en fait les parties prenantes avec lesquelles vous voulez travailler justement sur cette notion de qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je prends. Étape 1, de moi avec moi-même, grosso modo, donc sur la diagonale, on exprime d'abord les besoins. D'accord? De quoi est-ce que moi j'ai besoin pour faire au mieux ce qu'on me demande de faire? Presque, je pourrais aussi décrire les attentes. Qu'est-ce que moi j'attends de vous pour pouvoir mieux faire les choses, mais vous verrez que moi j'aime pas trop le terme attente. Parce que quand j'exprime des attentes, bah, j'attends. D'accord? Mais derrière ça, vous avez vu que l'accountability, il y a bien une notion de gestion des attentes. Donc, ça peut en faire partie. Donc, j'ai mis des exemples. Je vous inviterai à les lire plus tard. Mais j'ai fait l'exercice, donc lisez-le, ça me fera plaisir. Mais l'idée principale, voilà, j'ai remis juste simplement en fait ce qui la plupart du temps est demandé par les différents rôles, etc. Mais l'intérêt de l'exercice en lui-même, c'est que ce moment-là est un moment de partage avec les autres, où chacun va dire, bah, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et les autres, en fait, vont échanger et vont dire, mais est-ce que tu as pensé à ça aussi? Parce que moi, de la vision que j'ai de ton rôle, c'est ça, etc. Donc, en fait, vous êtes bien en train de créer les relations, les interactions qui sont nécessaires pour la suite. Donc, chacun exprime ses besoins et ses attentes. Par la suite, bah, en fait, on va remplir le reste. Donc, j'appelle ça l'étape de don parce qu'en fait, derrière ça, je donne ce que je veux ou ce que je souhaite. Je ne sais pas si vous faites parfois des racis. Donc, dans les racis ou quand on parle des attentes, souvent, en fait, c'est bah, moi, j'attends ça de toi, mais vous n'avez pas le choix. Je ne sais pas si enfin, vous voyez ce que je veux dire, cette sensation-là. Bah, moi, j'attends ça de toi, mais moi, je n'ai pas envie de te le donner, en fait. Comment ça se passe d'accord? C'est cette sensation-là, hein, le accountability. Qu'est-ce que je dois faire? D'accord? Donc, chacun donne là où il ou elle le souhaite. Donc, des éléments. Donc, par exemple, si je prends la case du milieu, c'est le ou la Scrum Master donne au Product Owner. Et je ne suis pas obligé de tout donner. Je donne une partie, potentiellement, en fait, de ce dont le Product Owner a besoin ou autre. Ensuite, bien évidemment, il y a une phase de vérification. On repasse ensemble sur les besoins que moi j'avais exprimés. Et est-ce que par rapport à ce que je vois que vous m'avez donné, en fait, ça fit? Et après, vous pouvez barrer les différents éléments. S'il y en a qui restent, c'est intéressant. Est-ce que potentiellement les compétences ne sont pas dans les équipes, dans les parties prenantes, et peut-être que c'est à une autre personne qu'il faut que je m'adresse? Est-ce que potentiellement personne ne me l'a donné et peut-être qu'en tant qu'équipe, peut-être que ce n'est pas qu'une seule entité, mais c'est peut-être nous ensemble en tant qu'équipe, comment est-ce qu'on peut construire finalement en fait, ce dont j'ai besoin pour pouvoir en fait, y arriver. Donc là, vous êtes bien en train de créer les relations. D'accord? Et en s'ouvrant comme ça, je vais m'appuyer un petit peu sur ce que Jérôme disait tout à l'heure pour les personnes qui étaient là avant, mais le fait d'exprimer des besoins et pas forcément des attentes, vous êtes bien dans une certaine expression de vulnérabilité sous un certain angle, vous dites, moi j'ai besoin de ça. D'accord? Et vous travaillez ensemble pour y aller en fait. D'accord? Donc vous êtes bien en train de créer justement ces relations où au mieux vous développez en fait ce sentiment de sécurité psychologique. C'est clair dans ce sens-là? Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à la give and take? C'est un truc très pratico-pratique, mais je me suis dit que ça pouvait avoir du sens pour le déposer. Non, ça va? Oui, ça va, c'était totalement flou ou oui, ça va, c'était clair? Ouais, ça va? Très bien. OK. Merci, parce que c'est plus ça qui m'intéresse. Alors, donc là, on va parler plutôt responsibility. D'accord? Donc, responsibility par le processus de responsabilité. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est derrière la responsibility, donc je le rappelle, sentiment d'appropriation et volonté de répondre de manière efficace. Derrière la responsabilité, ce que Christopher Avery nous amène, qui est intéressant en fait, ce n'est pas un trait de caractère. C'est intéressant de se dire, il n'y a pas des gens qui sont responsables et des gens qui ne le sont pas. D'accord? C'est quelque chose qui est en chacune des personnes. Par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément exprimé par tout le monde. D'accord? C'est quelque chose qui est légèrement différent en fait en termes d'approche. Ce n'est pas un trait de caractère, par contre, c'est un processus mental qui est généralement d'ailleurs observable, prédictible et donc enseignable et praticable. Dit autrement, la responsabilité, en fait, ce n'est pas un fait, c'est comme un muscle.
D'accord? Quelque chose, en fait, qu'on peut entraîner dans la durée. Un petit peu comme ce que disait Christophe Seller, c'est comme l'agilité, en fait. L'agilité est une capacité, comme on l'a vu tout à l'heure dans la définition, donc c'est quelque chose qui s'entraîne dans la durée. Et enfin, c'est quelque chose que j'ai déjà dit. Donc je trouvais que c'était les 3 P de la responsabilité. C'est pas un trait de caractère, c'est un processus mental et c'est quelque chose qui peut se pratiquer. D'accord? Mais c'est intéressant, je trouve, de le regarder sous cet angle-là. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en fait, grosso modo, dans la vie, il est facile de prendre nos responsabilités, donc d'avoir cette capacité à répondre, d'accord, avec intention, avec énergie, et d'assumer les conséquences lorsque tout va bien. D'accord? Lorsque tout va bien, c'est facile pour moi de dire, ouais, c'est moi qui l'ai fait. D'accord? Je suis la cause de cette conséquence-là. Sauf que la vie, malheureusement, est parsemée d'embûches, et parfois, il y a un problème. D'accord? Et ce que je mets derrière problème, c'est quelque chose de très simple, c'est, il y a une différence entre ce que je veux et ce que j'ai. Je pense que quand vous regardez la photo, vous comprenez. D'accord? Et à ce moment-là, lorsque, le problème arrive, se déclenche en fait, en moi un processus mental, d'accord? Parce qu'on ressent plutôt à ça pour le coup, d'accord? Il y a un problème. Et donc à ce moment-là, un processus mental se déclenche en moi et qui, me permet d'essayer de gérer la situation d'une certaine manière, d'accord? Et c'est ça qu'en fait, qui est décrit dans le processus de responsabilité. Vous allez voir en fait que le fait d'étudier ce sujet-là ou juste d'en discuter, en fait, permet de comprendre ce qui fait que des personnes prennent leurs responsabilités à certains moments et que d'autres ne le font pas. D'accord? Alors, le processus de responsabilité, ça ressemble à ça. D'accord? Donc ça, c'est les dernières versions, si je puis dire. À la fin de toute la présentation, vous aurez la version précédente, qui était la plus utilisée et qui, je pense, le sera pendant encore un certain temps, mais ça fait bien, c'est la dernière version. D'accord? Donc c'est la version française. Donc c'est juste un poster que vous pouvez télécharger. Du coup, tapez processus de responsabilité, voilà, et puis vous tomberez dessus. Qu'est-ce qu'il décrit? En fait, il décrit un ensemble d'états mentaux, justement, dans lesquels on passe, justement, pour gérer les problèmes, ou en tout cas les événements de la vie. Vous avez en fait tout en haut l'état mental de responsabilité. Donc quand on parle de responsabilité, on parle d'état mental. D'accord? Et derrière chaque état mental, on va en discuter assez rapidement pour le coup, mais il y a une histoire que je me raconte. Il y a donc un lien de cause à effet et un lien de logique que je me fais dans ma tête. En dessous de responsabilité, vous avez une double ligne. Mais on va dire dans la culture de la responsabilité, on dit il y a en dessous de la ligne. Il y a au-dessus de la ligne et en dessous de la ligne. Ça, c'est facile. Au-dessus de la ligne, il n'y a que la responsabilité. D'accord? L'état dans lequel je peux prendre mes responsabilités et je peux avoir cette capacité de choix. En dessous de la ligne, il y a toutes les manières que j'ai, ou en tout cas toutes les manières qui sont aujourd'hui en fait connues, qui me permettent de ne pas prendre mes responsabilités. Et par contre, de me sentir mieux. D'accord? Donc c'est important de comprendre qu'en fait, ça a bien une utilité, d'une certaine manière. Alors, on va parcourir un peu ça pour comprendre. Imaginez que vous êtes en train de marcher dans un bureau avec votre café à la main. Votre intention à vous, c'était d'aller en fait dans cette salle qui est au bout du couloir, et quelqu'un sur votre chemin ouvre la porte, bien évidemment tape dans la tasse, et vu que vous êtes chanceux ou chanceuse, vous avez la moitié sur vous. C'est quoi la première pensée que vous avez en tête? Si ça commence par espèce de, effectivement. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a un problème? Donc, il y a une différence entre ce que je veux et ce que j'ai. Je rentre en accusation. D'accord? Et l'accusation, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un processus mental, mais qui est finalement assez émotionnel, parce que j'ai un stress, en fait, qui vient d'être généré, j'ai besoin de le cracher sur quelqu'un. D'accord? Et ça marche très bien. D'accord? Des gens qui le pratiquent très bien et toute leur vie, c'est très bien. Et donc, il y a un lien de cause à effet que je me fais dans ma tête, qui est, j'ai un problème, l'autre est fautif, et moi, je ne peux rien faire. Ce qui veut dire que si je veux que le problème change, il faut que l'autre change. D'accord? Si ce truc-là, j'ai pas pu le faire, c'est parce que l'autre m'avait pas donné ce qui était nécessaire. Ou, vous voyez ce genre de choses-là. Okay? Donc ça, c'est l'accusation. Lorsque j'accuse en fait quelqu'un, je me rends bien compte que si mon problème est important, ça ne change rien.
J'ai beau avoir dire que, enfin, ouais, tu aurais pu regarder quand même avant d'ouvrir la porte, etc. J'ai quand même mon problème. Plus j'ai un pull blanc, donc vous imaginez bien que si avec le café, ça aurait été. Donc, bah, peut-être, je me dis que bah, cette histoire-là, ça ne me suffit pas. Donc, bah, en fait, je vais progresser. Et je progresse en justification. Qu'est-ce que c'est que la justification? C'est parfois, en fait, l'état mental des enfants lorsque vous allez vous leur demander, oui, mais, tiens, il y a tel truc qui est tombé là, vous savez très bien que c'est eux, et vous dites, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont vous dire, mais en fait, c'est tombé tout seul. D'accord? En fait, la justification, c'est véritablement cette notion de se trouver des excuses. Mais de se trouver des excuses, en fait, en essayant, en fait, de cibler non pas une personne, parce que j'ai dépassé ça, hein, je comprends que ce n'est pas une personne qui va m'aider à résoudre mon problème. Par contre, c'est une force supérieure. D'accord? Et en fait, on est très bon pour ça, surtout en période de grande crise. D'accord? Bah, tous les problèmes, maintenant, c'est faute au coronavirus. D'accord? Je peux pas le faire parce que c'est le coronavirus. Ça, c'est comprends, c'est la culture où on a toujours fait comme ça, où j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est une des, je pense, des justifications les plus développées de manière générale. Donc la justification, c'est ça. D'accord? C'est invoquer une puissance supérieure qui fait que dans ma tête, je me dis que s'il y a un problème, je ne peux rien faire et il faut que cette puissance supérieure change pour que moi je puisse changer. Non, mais tu sais, dans l'assurance, on sait, dans la banque, ça marche pas comme ça. D'accord? C'est toutes ces explications-là. Justification, c'est ça. Maintenant, de la même manière, j'ai toujours un problème, je n'arrive pas à le gérer parce que j'ai beau trouver toutes les excuses possibles, imaginables, ça ne répond pas toujours à mon problème. Donc, j'ai tenté 2 fois, d'accord, de mettre mon problème sur l'extérieur, ça ne marche pas. Alors, il y a peut-être quelque chose, en fait, qui est chez moi. Donc, je monte. Et vu que je me suis bien entraîné, en fait, à taper sur les autres, bah, je vais me taper dessus. D'accord? Et c'est la culpabilité. D'accord? Et je vais me taper dessus. Donc, c'est bien de l'accusation sur soi. Cette culpabilité, en fait, elle se combine à un élément de honte. Parce qu'en anglais, en fait, c'est le terme shame. D'accord? Il y a bien une sensation de honte derrière. Il me manque quelque chose. De toute façon, si ça m'arrive, c'est normal. D'accord? Je n'ai que ce que je mérite, d'une certaine manière. Je n'ai pas les compétences, je n'ai pas, etc. Donc, la culpabilité, en fait, c'est ce qu'il y a derrière, en tout cas, cette sensation qui monte au bout d'un moment, parce que, bah, de toute façon, je vois bien que mes excuses ne fonctionnent pas. Sauf qu'au bout d'un moment, la culpabilité, ça fait mal. Au sens propre et figuré, hein, d'ailleurs, pour le coup. Et donc, en fait, on va potentiellement se mettre en mouvement. On va dire, bah, ok, bon, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. Bon, je vais quand même faire quelque chose. Et je vais aller en obligation. L'obligation, c'est peut-être un des états les plus sournois de ce poster-là, parce qu'en fait, on a cette impression qu'on fait quelque chose et donc on répond au problème. Je vous donne un exemple. Ce fameux meeting auquel vous allez, où vous savez qu'il y a 15 personnes qui sont dans la salle, que vous n'allez parler que 5 minutes, et que de toute façon, vous ne comprenez rien à ce que les autres racontent. Vous voyez l'énergie avec laquelle vous allez dans ce meeting-là? Et en plus, c'est toutes les semaines. D'accord? Ça, c'est de l'obligation. D'accord? Ce sentiment que vous avez, en fait, où vous ne vous sentez pas libre de votre action, vous n'y allez pas par choix, vous y allez par contrainte. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est sournois, parce que derrière ça, il y a cette sensation, en fait, de contrainte. Si dans le couloir, vous croisez d'autres gens qui marchent avec vous, pareil, entrez dans les pieds, ça peut générer un peu du sarcasme collectif. Là, vous sentez que vous êtes tous en obligation. D'accord? C'est bien cet effet-là de l'obligation qui est important. Et qu'est-ce qui est sournois derrière ça, en fait? C'est qu'on a l'impression qu'on fait la bonne chose. D'accord? Mais est-ce que ça nourrit véritablement, en fait, ce que l'on cherche à développer dans les transformations agiles? Je ne sais pas. D'accord? Parce que derrière l'obligation, vous en arrivez potentiellement, en fait, à rencontrer des personnes, peut-être que vous êtes ces personnes-là, et c'est OK. Bah, je vais dans une réunion parce que, en fait, je ne peux pas me permettre de ne pas y aller. D'accord? Et c'est important d'être dans une réunion, parce que si on pose une question et qu'on se rend compte que je n'étais pas là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en danger. D'accord? C'est cette notion-là, en fait, de sécurité que je mettais, en fait, en avant qui est importante. Ça, c'est de l'accountability, en fait, pur et dur. La responsabilité, c'est ce que je vous disais, donc c'est l'état mental, en fait, dans lequel on a toutes nos ressources. Ça ne nous transforme pas en super-héros, hein, mais c'est simplement, en fait, qu'on a suffisamment confiance en nous, dans le sens qu'on aura ce qu'il faut pour pouvoir répondre à la situation. Pas forcément nous, mais cette capacité à pouvoir, en fait, nous ouvrir les options. C'est très expansif.
Il y a 2 états sur le côté qui sont un peu en gris, ils sont légèrement différents. Pour le coup, il y a la fuite. Moi, ce processus de responsabilité m'a beaucoup aidé à comprendre, en fait, en tout cas la fuite, parce que la fuite est décrite comme étant la résultante de l'oscillation entre la culpabilité et l'obligation. C'est-à-dire que si effectivement vous faites l'exercice, si un jour vous vous rendez compte que vous êtes en culpabilité, généralement la culpabilité, vous n'y restez pas, vous allez osciller avec l'obligation un certain temps, genre bon, ça m'arrive toujours à moi, etc. J'y arrive pas, etc. Bon, je vais quand même faire quelque chose. Puis dès que vous l'avez fait, parce que l'obligation, c'est je fais vite le truc pour m'en débarrasser, d'accord, hein, c'est pas je le fais parce que je veux, c'est je le fais parce que je dois le faire. Donc je l'ai vite fait. Dès que c'est terminé, c'est bon, de toute façon, ça arrive qu'à moi, ce truc-là. D'accord, et ça fait déjà 3 ans que je fais ça et c'est toujours moi. Donc je retombe en culpabilité et après j'oscille. Derrière la culpabilité et l'obligation, vous voyez en fait que ça se bâtit à l'intérieur. Alors que l'accusation et la justification, je pouvais faire sortir ça à l'extérieur, bah, ça me détendait. C'est pour ça que ça a une utilité, hein, ça détend. Remettre la faute sur les autres, c'est voilà, ça a une utilité. Par contre, culpabilité, obligation, bah, je bâtis à l'intérieur et donc au bout d'un moment, quand j'y arrive plus, bah, je suis obligé de fuir. D'accord, c'est une soupape de décompression finalement, en fait, la fuite. D'accord. Et en allemand, vous allez me dire pourquoi je dis en allemand, mais la traduction en fait en allemand de fuite, pas le terme en lui-même, mais celui qui a été utilisé pour le poster, en fait, c'est désengagement interne. C'est intéressant en fait en termes de signification, c'est vraiment ça pour le coup. Fuite, c'est un désengagement interne. Personne qui est physiquement là, mais qui, grosso modo, n'est pas là. Enfin, le déni est un des états mentaux en fait qui n'est pas tellement en fait décrit dans le processus de responsabilité, mais qui est plus en fait un état qu'on considère être un présupposé. C'est juste qu'on n'a pas vu qu'il y avait un problème. Donc, quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Puis dès qu'on voit qu'il y a un problème, bah, on monte. Est-ce que, au niveau des états, ça va, c'est assez clair? Oui, c'est assez simple en termes de poster et de mode de fonctionnement. Maintenant, ce qui est plus compliqué, c'est comment est-ce qu'on le pratique. Ce que Christopher Avery nous propose en termes pour pratiquer ça, en fait, c'est 3 clés. Première, c'est l'intention. La deuxième, c'est la prise de conscience. Troisième, c'est la confrontation. Et généralement, plutôt dans cet ordre-là. Même si, effectivement, en fait, on pourrait les traiter en fait, d'une manière un petit peu différente. Donc, ce qui est intéressant, c'est que souvent, dans le domaine du changement, il y a cette conviction que la prise de conscience est la première étape. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, ou si vous le croyez, pour le coup. Christopher Avery nous dit que en fait, ce n'est pas tellement la première étape, en tout cas, qui peut générer le changement, mais c'est la plus facile. Parce qu'on voit les choses. Par contre, ce n'est pas parce que j'ai conscience que je suis dans la boue que je sais où je veux aller. Donc en fait, je suis un peu coincé, mais je reste dans la boue. C'est pour ça qu'en fait, il met en avant cette dimension de l'intention. Donc l'intention, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est l'intention d'opérer depuis l'état mental de responsabilité, ce qui implique énormément de choses. C'est-à-dire que comment est-ce que je peux me dire que, tiens, lorsque je vais rencontrer un problème, eh bien, je vais accepter de ne pas aller en dessous de la ligne, ou en tout cas, si j'y suis, de remonter au fur et à mesure, et de répondre de manière efficace. Donc, vous voyez, c'est comment est-ce que je m'approprie la situation, que je considère que c'est mon problème, et comment est-ce que j'essaie de trouver des solutions par rapport à ça. Derrière l'intention, il y a cette notion de « je fais ce que je veux », donc il faut déjà se poser la question. Ce fameux meeting-là, d'accord, où c'est un reporting des états généraux, où vous ne participez que 5 minutes, et bien évidemment, vous participez aux 5 dernières minutes. Quand on va aller au bout. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que je veux? Donc, si vous y allez, comment est-ce que vous pouvez transformer en fait ce moment-là en une opportunité pour vous? Là, vous y allez avec une autre dimension, d'accord? Mais il faut déjà se poser cette question-là. L'intention, juste pour vous donner un petit élément supplémentaire, il a été décrit comme étant un désir plus une direction. Moi, ça m'a été très utile pour comprendre ça. D'accord? Donc, il y a bien, j'ai une volonté, mais ça me donne une direction. Et forcément, quand j'ai la prise de conscience après, qu'est-ce que ça fait? Ma direction me donne une direction, beaucoup un horizon. La prise de conscience m'aide à comprendre où je suis. Pour le coup, c'est ça. Prise de conscience, vous avez le poster. Comment est-ce que vous pouvez vous observer à ce moment-là, au moment où vous avez le problème? D'accord? Au moment où il y a le café qui arrive sur vous, et vous avez le espèce de qui arrive. Si vous arrivez à vous voir un peu l'extérieur, vous dites « Ok, je suis en accusation. Donc voilà ce que je suis en train de me dire. Maintenant, est-ce que je veux changer le problème? À moi de faire ce choix-là. » Et bien sûr, observez sans jugement, parce que déjà se voir dans cette situation, c'est déjà une progression. D'accord? Vous connaissez probablement, en fait, dans votre entourage, professionnel ou personnel, des gens qui ne font que accuser.
Et ce n'est jamais leur faute. D'accord? C'est important en fait juste de développer en fait cette capacité en fait à s'observer et pouvoir ensuite shifter. Et enfin, lorsque justement j'ai cette direction, donc mon intention qui est claire, je vois où je suis, c'est beaucoup plus facile en fait de me confronter à la situation. Et qui dit confronter, en fait, ne dit pas me battre contre la situation, mais c'est bien d'être avec la situation. D'accord? Être avec la situation, c'est simplement en fait regarder ce qui se passe, avoir une certaine clarté de la situation pour pouvoir tirer les ficelles en fait qui me paraissent être pertinentes. Est-ce que jusqu'ici ça va? C'est clair? Donc, si je termine sur la partie processus de responsabilité, qui sont quelques petits messages qui sont importants quand même à retenir, c'est que processus de responsabilité, ça ne fonctionne que lorsqu'on se l'applique d'abord à soi. Ça, c'est le plus marrant. Parce que quand j'ai décrit un peu les éléments du poster, probablement que vous avez pensé à quelqu'un d'autre. D'accord? C'est plus facile de le voir chez les autres. D'accord? Le plus difficile, c'est de le voir chez soi. Et ça ne marchera en fait que quand vous aurez cette capacité à pouvoir vous l'appliquer à vous-même. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Qu'est-ce qu'il nous invite à faire? À réapprendre à vouloir quelque chose plutôt qu'à devoir quelque chose. D'accord? Et quand je suis Scrum Master, je suis PO, quand je suis etc., en fait, il y a des attentes, d'accord? Mais ce sont des devoirs. Mais comment est-ce que justement, si vous voulez avoir cette capacité d'agilité, de prise de décision et d'adaptation, il faut bien réapprendre à vouloir. Qu'est-ce que vous voulez faire en fait dans cette situation-là? Sinon, en fait, vous vous retrouvez dans des réunions où tout le monde parle du problème, mais personne n'y répond. Je ne sais pas si vous connaissez ces situations où vous avez l'impression vraiment que vous travaillez dur. Hein. D'accord? Vous êtes tous là, vous travaillez dur. Non, mais tu te rends compte, ça ne se fait pas. Ouais, mais c'est bon, il y a le prestataire, truc, ouais, il y a le partenaire. Vous voyez toutes ces excuses qu'on trouve autour et on n'avance pas. Ça, on est en dessous de la ligne. Donc, si vous arrivez à identifier ça dans une réunion, c'est intéressant. Vous dites, là, on parle plus du problème qu'on ne le traite. Par contre, ça nous détend. D'accord? Et le dernier, qui est le plus dur, mais qui est lié au premier, c'est en fait, c'est important de démontrer la responsabilité plutôt que de l'imposer. Ce qui m'invite en fait à vous dire, forcément, lorsque je viens dans une organisation et qu'on me dit, tiens, va falloir déployer en fait de l'agilité dans les équipes. Est-ce qu'on courant les équipes? Il va falloir déployer en fait l'agilité dans les équipes. En fait, qu'est-ce que ça crée naturellement en fait dans les équipes si on reprend les états mentaux? Si je remets s'il y avait un des états en fait principaux qui dit voilà, la direction a décidé de mettre de l'agilité dans les équipes, de l'obligation. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que dans la dimension de mettre en place de l'agilité, on veut développer cette capacité d'autonomie, de prise de décision et de responsabilité comme on l'entend là, mais en imposant en fait une dimension, on fait tout l'inverse, parce qu'on crée de l'obligation. Donc les gens font ce qu'on leur demande de faire, ils font ce que je dois. Donc il y a un certain paradoxe en fait dans ces transformations-là. Ok, super. Est-ce que c'est clair pour vous la différence entre les deux? On va voir. Alors, je vais vous poser un cas, qui est un cas que probablement on verra. Et ce que je vais vous proposer, c'est qu'il y a une partie de la salle qui va réfléchir en fait sur cette situation-là sous l'angle de l'accountability, et une autre partie de la salle qui va réfléchir sous l'angle de la responsibility. Qu'est-ce que vous feriez? D'accord? Cas totalement en fait factice. Hein. Vos beaux-parents sont là, d'accord, un dimanche, pour déjeuner. D'accord? Ils sont chez vous. À 17h, ils sont toujours là. Vous avez quand même envie qu'ils s'en aillent au bout d'un moment. Mais vous n'osez pas leur dire. Ça, c'est la situation en fait de départ. Qu'est-ce que vous faites? Ce que je propose, c'est que cette partie-là, vous réfléchissez en fait sous l'angle de l'accountability. Ce côté-là, vous réfléchissez sous l'angle de la responsibility. D'accord? On va se laisser 3-4 minutes pour réfléchir. Réfléchissez un peu en groupe et on voit en fait un petit peu ce qui en émerge. Qu'est-ce que vous faites? OK? On se laisse 2-3 minutes? Je vous laisse y réfléchir.
C'est pas facile pour vous, hein. C'est pour ça que je vous ai choisi. Bah, c'est justement ça, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, on ne peut pas répondre à une question comme ça en 2 minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est quelles sont les questions que tu vas te poser qui vont te permettre en fait, de te mettre en mouvement, mais sous l'angle de l'accountability. Et en fait, ce qui est assez simple en fait, dans cette. Enfin, simple, on se comprend, mais tu sais que quand tu es au accountability, en fait, tu cibles la sécurité. C'est qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à leur dire. C'est ça, en fait, le cœur du sujet. Alors que de l'autre côté, normalement, ils sont censés en fait, réfléchir à qu'est-ce qu'eux, ils veulent. Et en fait, vous allez voir que c'est très cohérent les deux, mais par contre, c'est deux problèmes différents. C'est ça qui est intéressant dans ce. Ok, on revient ensemble. Je vais lever les deux mains. On revient ensemble. Alors, donc bien évidemment, il n'y a pas de recette magique. Hein. Y a pas donc, question côté accountability. Donc, c'est un exercice qui n'est pas facile côté accountability, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude de se poser la question, mais comment est-ce que vous avez réfléchi à la question? Quelles sont les questions que vous êtes posées, ou etc. Comment est-ce que vous avez adressé? C'est à mon conjoint de gérer ça, parce que c'est pas en c'est ça la responsabilité à lui. Non, mais effectivement, non, mais c'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que d'une certaine manière, en fait, il y a de ta part une attente vis-à-vis en fait, de ton conjoint. Donc, il y a bien une accountability par rapport à ton conjoint à ce niveau-là. Quoi. Ok. Il y a d'autres choses qui ont émergé un peu des discussions? Ouais, tout à fait. Donc dans ce... bah, c'est ça, ouais. Il y a une notion d'image, il y a qu'est-ce qui est bien et acceptable aux yeux des grands-parents potentiels, enfin des grands-parents, des beaux-parents en fait par rapport à ce que je vais faire. Donc en fait, effectivement, le gros travail en fait d'ici quand on cible le accountability, on travaille sur la sécurité. C'est ce qui fait que je me sens en insécurité et je n'arrive pas à leur dire. D'accord? Donc ça, c'est tout le travail autour de l'accountability. Merci, en tout cas, c'était pas évident. Responsibility. Il n'y a pas de meurtre, j'espère. Et en vrai, plaisanterie mise à part, quand on parle de responsibility, capacité à répondre, d'accord, il y a une notion de bien ou de mal. Ce que l'on mesure, en fait, c'est cette capacité que vous avez en fait à agir et à assumer les conséquences en fait de vos actes. D'accord, c'est important en fait de comprendre ça. D'accord, il n'y a pas de vision de bien ou du mal. Donc en vrai, vous pourriez. Bah, ça vous convient à vous. D'accord. Et c'est important de comprendre qu'il y a quelque chose d'interne de leur côté. En fait, c'était toujours par rapport à quelqu'un d'autre. Vous voyez que le questionnement n'est pas le même. Qu'est-ce qui a émergé des discussions? Qu'est-ce que vous feriez? Ou quelle question vous êtes posée? Donc là, pour le coup, tu es en dessous de la ligne, mais pourquoi pas? Ok. En fait, on se crée plus d'obligations qu'autre chose. Attends, pardon? On se crée plus d'obligations. On s'est trouvé, en fait, tous, on a discuté, et on était plus à se trouver des obligations, donc des fausses excuses, en fait, qu'une responsabilité et leur dire honnêtement, écoutez, c'est leur partir. C'est ça qui est dur, hein, d'accord? Donc, effectivement, dans la responsabilité, au moins, ce que vous avez fait, c'est que vous avez regardé à quel endroit vous étiez. C'est déjà pas mal. D'accord? C'est moi qui disais. Ouais, effectivement. Donc, la grande question côté responsabilité, c'est en fait, qu'est-ce que je veux moi? Mais qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Dit autrement, en fait, est-ce que finalement, peut-être que ma sécurité est plus importante? Et donc, je ne me sentirai plus en obligation à ce niveau-là, c'est que j'accepte que je passe ce moment avec mes beaux-parents et j'apprends à les connaître, j'en sais rien, hein, d'accord? Mais comment est-ce que je crée de l'intention en fait dans ce moment-là? Un autre aspect, c'est peut-être que j'ai des besoins particuliers en fait que j'ai jamais exprimés.
Mais j'ai envie, en fait, de que ça s'en aille, parce que je suis crevé, ou j'en sais rien, j'ai des raisons, en tout cas, de vouloir que ça s'en aille. Et comment est-ce que je le fais? Une autre manière, c'est peut-être aussi, effectivement, de déporter sur quelqu'un d'autre, mais c'est une manière de le faire. D'accord, mais cette capacité, en fait, à répondre, c'est ça. C'est cette question, en fait, fondamentale qui est, mais moi, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment et qu'est-ce que je me permets en assumant les conséquences? En fait, dans la discussion, la question à l'orientation que tu peux faire, on était sur le fait de dire que même action, même comportement externe, en fait, ce qui est important, c'est pas le comportement, c'est le ressenti que j'ai par rapport au comportement. Ouais. C'est-à-dire que suivant que je ne sens pas, ça va être du déni d'être. Oui, tout à fait. Le comportement observé et même. Oui, tout à fait. C'est comment je le ressens. En fonction de l'attention que tu poses, ça fait une différence. Et donc c'est bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est un état. Oui, tout à fait. Et en fait, effectivement, je vous disais que faire, mais en fait, derrière ça, c'est quelles sont les questions que vous vous posez à ce moment-là. Parce que voilà, c'est une situation relationnelle qui ne se traite pas comme ça en disant il y a une solution, mais en fait, c'est contextuel. Ça dépend de la relation que vous avez, etc. Donc, juste des pistes. En accountability, les questions qu'on se pose sont donc bien qu'est-ce que je leur dois pour être bien vu et accepté. Donc, ce sont des questions en fait que je me pose et que je peux poser potentiellement. Qu'est-ce qui est attendu de moi en fait dans cette situation-là? Est-ce que ce qui est attendu de moi, c'est de rien dire, etc. Et potentiellement par qui? Peut-être que mon conjoint ou ma conjointe en fait s'attend à ce que je fasse quelque chose ou que je fasse rien, d'accord? Troisième aspect, est-ce que je suis vraiment en risque si j'agis en fait? D'accord, ce sont des questions, hein, mais c'est en tout cas un angle de positionnement. Donc ça tourne beaucoup autour de la sécurité. Responsibility, moi j'ai juste repris les 3 clés. Intention, en fait c'est qu'est-ce que je veux à cet instant? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Est-ce que c'est d'avoir des bonnes relations? Est-ce que c'est de créer des relations? Est-ce que voilà, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Où est-ce que je suis? Donc c'est ce qu'au fond en fait tu disais. Donc à quel endroit je suis? Parce que lorsque je regarde où je suis, ça me permet de comprendre quel est le lien de cause à effet que je fais. Si je suis en justification, c'est bien, il y a quelque chose qui me dérange et que je me raconte une histoire, mais ça veut bien dire que je n'ai pas ce que je veux. D'accord? Comment est-ce que je mets en mouvement? Et lorsque j'ai fait ces deux-là, généralement, il est plus facile de faire mon action. D'accord? Donc c'est bien cette dimension en fait des trois dimensions. Et si on l'applique donc à la réunion de tout à l'heure, vous voyez qu'on arrive bien en fait à répercuter. C'est pour ça que je vous ai fait un exemple plutôt de la vie personnelle, mais c'est applicable de partout. D'accord? Donc c'est bien un exercice en fait qui muscle un petit peu cette capacité en fait de responsabilité. En vrai, il me reste combien de temps? Genre j'ai moins 1 minute, non, ou 2? Ok, donc je finis. Donc, comprendre les 2 facettes de la responsabilité, en tout cas, c'est les messages que je vous envoie, c'est réussir à cibler le bon problème. C'est-à-dire que quand on parle de responsabilité, vous voyez qu'il y a 2 genres de problèmes, donc ça permet déjà de cibler. C'est agir avec intention. D'accord? Je parle bien de responsabilité, c'est j'agis avec intention. Je n'agis pas par devoir ou etc. mais je sais pourquoi est-ce que je le fais. Pour faciliter une prise de décision, qui soit individuelle ou collective, d'accord? La give and take, par exemple, permet aussi d'avoir une vision un peu collective, mais la responsabilité est vraiment individuelle initialement. Et naviguer au mieux dans un environnement mouvant, d'accord? Les choses changent, il y a des problèmes qui arrivent. Ça me permet en fait de gérer cette prise de décision en limitant les injonctions. C'est quelque chose que j'ai rajouté il y a 3 minutes, là. Enfin, il y a 3 minutes avant la session, parce que c'est quelque chose qui est important. Il y a cette tendance, en tout cas en entreprise, voire même soi-même, d'avoir des injonctions. Il faut que je fasse ça. D'accord? Et en fait, quand on se dit il faut que, ou etc., ou quand on se donne des conseils, on n'est plus dans la responsabilité, on est bien dans de l'accountability. Qu'est-ce qui est bien aux yeux de qui? Et ça peut être aux yeux de moi, aux yeux de la société, etc. Alors, pour conclure, j'ai vraiment que 2 slides, hein, promis. 3 ou 4, je sais plus. Ce que nous apprend en tout cas le monde, en tout cas ce que Christophe Avery nous dit, qu'il a un peu emprunté ailleurs, mais qui sont des messages importants. Première chose, c'est que la plupart des personnes ne veulent pas être libres, elles veulent être en sécurité. Et vous voyez bien qu'en fait, cette demande de prise d'initiative, d'engagement, de motivation, ce n'est pas forcément super naturel pour plein de gens. D'accord? Et que justement, ce monde de l'accountability, en fait, est super important, en tout cas dans le monde de l'entreprise. D'accord? Mais le message que j'ai, c'est que penser qu'il y a autre chose aussi ailleurs, et que en fait, c'est normal de voir plein de gens en fait, qui ont du mal à se mettre en mouvement parce que ce n'est pas forcément naturel pour eux. La dernière chose, c'est en fait, les personnes font de leur mieux avec le niveau de conscience qu'elles ont et la situation dans laquelle elles sont. Ce qui veut dire que derrière ça, en fait, il n'y a rien de mal ni chez eux ni chez vous.
C'est une manière, en fait, aussi d'avoir un peu plus de légèreté dans les interactions. D'accord? Les gens ne font pas exprès d'être embêtants avec vous ou d'avoir des objectifs, en fait, contraires. D'accord? C'est de comprendre qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec les contraintes qu'ils ont. C'est une manière d'aller moins en accusation. D'accord? Sinon, c'est assez automatique. Donc voilà les messages avec lesquels, en fait, je vous laisse. Le poster ressemble à ça avant. D'accord? Il était très apprécié comme ça parce qu'il est très coloré et c'était simple. D'accord? Si vous voulez aller plus loin, donc je vous ai mis quelques liens sur le côté. Et sur ce, je vous remercie.